En République démocratique du Congo, la CENCO invite les prêtres ayant des enfants à abandonner la soutane. Burkina Faso, le pays veut diversifier ses partenaires dans la lutte contre les groupes armés. Au Mali, les manifestants réclament le retrait du pays de la CEDEAO. Et puis on termine comme de coutume par le Togo, crise ouverte au sein du bureau directeur de l'Union des forces de changement. Nos invités sont en place, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Nous avons également le journaliste Adam Adjranou, directeur de publication de Vision d'Afrique, les hommes de mardi. Bonjour à vous. Pasteur, oui, bonjour Samuel, bonjour à tous et à toutes. Non, c'est plutôt Michel. Michel. Deux Samuel, il est aussi Samuel Michel. Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de se retrouver encore sur le plateau pour dire dans notre vernaculaire, il faut qu'à l'extérieur du pays, les gens suivent aussi notre plateau. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui avec Adam. Et sauf que je me porte bien, mais un peu soucié de la crise au sein de l'éducation, qui a été ouvert depuis le 24-25 mars dernier, qui se poursuit avec une grève de 4 jours, avec le déferlement des élèves dans les rues, réclamant les enseignants qui, entre-temps, étaient exclus de la fonction enseignante pour être déversés à la fonction publique ou bien à l'administration publique. Je pense que la crise qui est ouverte, nous l'avions dit ici sur un plateau, tout en appelant le gouvernement à échanger, à négocier, à échanger avec les responsables de cette. On dirait que c'est illégal. Que cette soit illégal ou pas, aujourd'hui, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord que le 7 est représentatif. Représentatif de Lomé jusqu'à Sinkassé. Ça, c'est une évidence. Donc, on n'a pas besoin de dire que 7 est illégal ou pas. Aujourd'hui, personne ne sera vaincu, personne ne sera vainqueur si nous amorçons la voie de dialogue pour régler cette crise qui nous rappelle les moments sombres de 2012-2013. On a vu les élèves dans les rues et on a vu ce qui s'est passé avec des élèves qui ont été tués. Aujourd'hui, la crise a atteint son summum et les gens n'ont qu'à laisser leur ego. Le gouvernement n'a qu'à laisser son ego discuter avec les gens, ceux qui sont aujourd'hui initiateurs de cette grève qui sont là, que de vouloir discuter avec des amis. Il va discuter avec des amis et ça ne va rien donner. La crise va continuer. Depuis 2012, nous sommes en crise. Elle a été un peu temporisée, mais aujourd'hui, elle est encore là. Il faut régler les problèmes à la racine. Messieurs, les membres du gouvernement, régler les problèmes à la racine, que de prendre les conséquences. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Ça ne nous honore pas. Ça, c'est du pur pasteur. Ça ne nous honore pas. Adam Adjranou, bonjour. Vous allez bien? Oui, Michel, je vais bien. Merci de m'avoir invité. Et merci aux téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous suivent de par le monde. C'est vrai, la question enseignante ne s'y trouve pas dans les sujets choisis au menu du débat. Le pasteur en a parlé. Allez-y aussi, 1 minute 30. Nous en parlons. Surtout, ne pas être porte-parole du gouvernement. Je crois qu'on ne saurait être dans l'amalgame et le gouvernement, comme tous les Togolais, on sait toujours tirer un meilleur profit des situations inconfortables que nous avions connues par le passé. J'évite véritablement les mots crise parce qu'on ne peut pas indéfiniment rester dans un pays où depuis 2011, 2012 et surtout, tenez-vous bien, lorsque on peut comparer deux choses, on prend le secteur de l'enseignement, le secteur de l'administration publique et le fait de pouvoir verser cette aide dans l'administration publique est vu tout comme étant donc une punition. Vous voyez un peu les cas? C'est vu comme une punition, le fait de pouvoir... Non, ils n'ont pas dit une punition. Non, ils vont se retrouver dans la climatisation à bénéficier de Wi-Fi, ceux qui n'en ont pas. Non, c'est une joie pour eux. C'est une joie. Mais une défaillance au niveau de l'éducation. Quelque part, on comprend directement qu'il y a un pas qui a été franchi. Mais on ne peut pas indéfiniment rester du fait que c'est de la surenchère. On crée une situation, il y aura toujours, même si le gouvernement entame une négociation avec le 7, il y aura toujours un syndicat qui va toujours n'important, toujours une situation non résolue à leur attente. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même mettre fin à tout ça là. Je pense que c'est ce qui est en train d'être fait avec le professeur Kokoroko, pour lequel les parents d'élèves sont véritablement d'accord, puisque depuis lors c'est l'unique ministre qui a pu prendre les décisions allant dans le sens de l'intérêt public. Allez, l'intérêt public, la voix est contre-productive. La voix là est contre-productive pour le Togo et pour le gouvernement. On va faire de cela un sujet la prochaine fois. Avec plaisir. Épiscopale de la République démocratique du Congo
a appelé tout prêtre catholique ayant un enfant à abandonner la soutane et à aller s'occuper de sa progéniture. Adam Adjorou, c'est une question qui revient chaque fois. Oui, la décision a été prise par la Senko. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même que nous, Africains, nous arrivions à aborder les sujets en face. C'est vrai que depuis l'avènement du rapport Sauvé en France, on a constaté que les voix sont levées en Afrique, puisque les mêmes situations constatées au niveau de l'Europe, pris dans sa globalité en ce qui concerne la situation des prêtres, est également vue dans nos pays africains. Mais personne n'a eu le courage de pouvoir donc lever le voile pour véritablement poser le problème. Et je pense qu'à partir du moment où la question est une question existentielle et que la venue du pape est annoncée et que le sujet, que ce soit au niveau des prêtres, que ce soit au niveau de la communauté chrétienne elle-même, sera fondamentalement abordée, puisque les gens ne vont pas rester indéfiniment dans l'oppression dans l'âme. Parce qu'il y en a qui supportent mal cette question-là. Parce que lorsque vous êtes né, disons, de ce genre de couple-là, vous êtes mal vu. Et il y a d'autres situations, surtout le Congo étant un pays historiquement catholique, je pense que ces questions reviennent pour la plupart du temps. Et donc, moi je salue le courage d'abord de ces évêques-là qui ont eu le courage de pouvoir évoquer la question. Je pense que par effet de contagion, les autres pays également, tous les pays pratiquement sont concernés parce que lorsqu'on parle de la religion catholique, il n'y a pas de pays africain, en tout cas pris dans sa globalité, qui ne soit pas concerné. Donc je pense qu'il faudrait quand même que nous saluions le courage. C'est véritablement un pavé jeté dans la mare par ces évêques-là. Mais je pense qu'il faudrait que la communauté elle-même chrétienne, puisse donc... Il y a la communauté catholique. Puisse s'en préoccuper et véritablement poser le problème avant qu'on en arrive donc aux crises. Et donc je pense que c'est une anticipation faite par les évêques là, parce qu'ils ont senti déjà le mal venir et ce mal-là est très pressant. Alors, pasteur Edo Komi, votre réaction par rapport à cette sortie de la Senko? Non, je crois quand même que le problème ne date pas d'aujourd'hui. Ça date même des années lointaines hein, au sein de l'Église catholique par rapport au vœu de chasteté. Hein, quand vous optez pour le vœu de chasteté, donc ce qui veut dire que vous ne devez pas vous marier. Donc c'est le vœu de célibat. Hein, c'est le vœu de célibat. Hein, donc vous n'allez pas vous marier. Mais par la suite, on a constaté que les prêtres étant des hommes, bon donc il y a ce désir hein, de vouloir aller vers une femme et finalement ça devient comme les prêtres, comme les sœurs même. Les prêtres comme les sœurs catholiques aussi, c'est pratiquement... Vous pensez que jusque-là, le Vatican pouvait prendre... Non, j'en viens. Donc, je crois que c'est courageux de la part de la Senko pour poser le problème sur la place publique, que ce soit quand vous parlez du mariage des prêtres ou bien, bon, ils ne se marient pas, mais ils vont vers les femmes et des fois, c'est de manière discrète, hein, de manière clandestine, de manière très, très discrète, des enfants qui sont nés de ce couple-là. J'en ai eu, il y a une preuve jusqu'à 1, 2, 3, même au Togo, 2, 3, 4 enfants de Togo que moi-même j'ai eu à régler parce que le problème est porté à notre niveau. On a eu à échanger avec le prêtre même en question sur le sujet. Bon, donc je crois quand même que cette affaire est tellement limiter l'homme à ça. Et ce n'est pas son propre... L'homme peut décider lui-même d'être célibataire jusqu'à la fin de sa vie. C'est possible. Mais quand c'est une obligation, je crois quand même qu'avant d'entrer... C'est une obligation. Non, c'est une règle. Hein, c'est une règle. C'est sacerdotal. C'est sacerdotal. Bon, donc je crois quand même qu'il faut qu'au début... Je crois que les gens ont connaissance de ça avant de s'y engager. Et du coup, c'est pas la suite. D'autant qu'il y a certains prêtres qui ont démissionné. La plupart, il y a des gens qui ont démissionné. Quand ils arrivent là, ils démissionnent. Bon, donc, la règle est là, il faut l'appliquer, il faut la respecter. Et je ne crois pas que les gens vont rester religieux, l'idée religieux ou bien prêtre catholique pour continuer par faire ce qui est un tabou et ce qui est interdit. Maintenant, le problème pris cas par cas ne pourra pas être une solution. Il faut qu'au niveau du Vatican, c'est au niveau du Vatican que le problème doit être posé. Voilà. Pas au niveau de Senko, mais c'est au niveau du Vatican que de manière officielle, l'affaire là... C'est que ce problème a été posé. Oui, les gens pensent même à la levée, à la levée de cet aspect même de célibat. Les gens disent
haut et fort qu'il faut calmement relever ça pour que les prêtres soient des gens qui soient des pères de famille. Mais comme c'est un peu, vous savez, il est difficile à certains niveaux de la loi catholique de pouvoir enlever certaines choses parce que ça date, la pratique date des vieux temps. Donc maintenant, avec ça, vous savez que ce soit ça ou bien la pédophilie, vous savez que la pédophilie aussi, ça fait partie des actes qui sont toujours reprochés à l'Église catholique. Donc la situation aujourd'hui s'est posée et je pense bien que les gens ont finalement à faire leur choix pour pouvoir s'occuper parce que là, ils ne s'occupent pas tellement. D'abord, l'enfant est né. On n'est pas prêt à lui donner le nom de père, le patronyme, c'est le nom du père, on lui donne le nom de la mère. Pour qu'on ne sache pas que de fil à aiguille, on puisse savoir que c'est le prêtre. Là, le nom là, le prêtre ressemble au nom du prêtre. Hein. Donc finalement, il y aura un rapprochement. Donc il faut éviter tout ça. Et l'enfant est crispé. L'enfant, ça travaille psychologiquement. Les enfants sont affectés par ce genre de choses. Qui est votre papa? Il ne peut pas dire, prêtre, le père était ici. Il ne peut pas le dire. Donc il va être là sans connaître, sans dire le nom de son papa. Je crois que c'est un véritable sujet qui est posé et au niveau du Vatican, ça va faire réflexion et dans les autres pays, les gens vont suivre certainement le pas posé par Cinco et bravo à cet acte, c'est audacieux, c'est courageux puisque le prêtre, le pape est invité à venir prochainement en aide du Congo. La Cinco a fait sa sortie, c'est une bonne chose. Est-ce que cette sortie sera suivie? Comment cela va se faire? De toutes les façons, lorsque vous lisez véritablement dans les lignes, vous saurez véritablement que c'est une question qui a été longuement mûrie. Elle n'a pas été improvisée pour être posée, justement parce que il y a eu des couloirs où la question fait grand bruit, mais au risque de le voir s'éclater au grand jour. Et lorsque vous ne prenez pas les dispositions pour anticiper, c'est toujours difficile de pouvoir donc... Et ça discrédite tout à fait, le corps donc, de ces gens de brasier là. Et ça discrédite pratiquement la corporation, comme venait de le dire le pasteur. Et c'est vrai que c'est un véritable boulot d'étranglement aujourd'hui, parce que l'Église aujourd'hui est pris en étau entre lever cet équivoque-là, puisque lorsqu'on le lève, vous verrez pratiquement que c'est toute une pratique qui va être, disons, affectée de son originalité d'ailleurs, mais puisque le nom d'ailleurs même père n'existera plus. Puisqu'on parle de père parce que vous pourriez naturellement représenter Dieu. Et la plupart des prêtres également essaient de pouvoir conduire, de prendre en charge un bon nombre d'enfants qui ne sont pas fondamentalement des enfants donc de leur côté. Et finalement, c'est ça qui arrive. Et également, la question qui aboutit à la pédophilie quand ils prennent en charge ces petits. Il y a plus cette crise de confiance-là existentielle. Non, bien sûr, il n'y en a plus. Les parents n'ont plus, disons, ce courage-là de pouvoir... Sont réticents. Très réticents. Et au même moment, lorsque vous les prenez, le prêtre aujourd'hui comme par le passé, était donc invité sur des théâtres d'instabilité, d'inconfortabilité. Et compte tenu donc de ce statut-là, ils essayaient donc d'y aller. Et là, c'est contenu dans la charte sacerdotale. Mais de la confession catholique. Voilà. Lorsque vous aurez maintenant une famille, est-ce que vous êtes apte aujourd'hui à pouvoir quitter votre famille pour des années durant aller sur des théâtres d'instabilité? C'est pas évident. C'est pourquoi la question aujourd'hui, c'est une question très embarrassante. Mais je pense qu'à un moment donné, on ne va pas toujours laisser dans les tiroirs une question parce qu'elle est embarrassante. Il faudrait quand même que les instances des dirigeants donc, de l'Église catholique puissent donc en réfléchir, voir véritablement quelle serait donc la bonne option à pouvoir adopter. Mais au même moment, je me dis, est-ce qu'on peut aborder cette question-là sans véritablement aborder le cheminement, le parcours même pour devenir prêtre? Parce que vous savez, après le séminaire, petit séminaire, le moyen séminaire, il faudrait être au séminaire proselytique. Tout ceci pour voir si vous êtes véritablement apte à pouvoir s'y engager. Et surtout si vous êtes endurant. Donc je pense que, est-ce que là également, on ne peut pas convoquer également cette question de favoritisme qui intervient partout ailleurs? Et ça peut être la question... Et se poser la question, est-ce que la procédure même est respectée? C'est ça, oui. Est-ce qu'on arrive à regarder avec... Tout à fait. Puisqu'il y aura fondamentalement des gens qui ne sont pas aptes et qui ont présenté, disons, des regards ou des passages qui ne peuvent pas leur permettre de pouvoir donc poursuivre le parcours, mais qu'on fasse donc des traitements de faveur et les introduire. Donc tout ceci, c'est ce qui conduit à cela. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on revoie avec la rigueur qu'il faut
tout ce parcours-là, celui qui peut s'engager, on le voit parce qu'ils ont, je pense qu'ils ont des études qui font sur des personnes, voir véritablement si cette personne-là répond véritablement donc aux critères et peut, durant donc toute sa vie, respecter donc le dogme lié à cette profession-là. Donc je pense que ceci permettra de pouvoir donc extraire les bébés galeuses de ceux qui peuvent donc poursuivre dans le parcours. Ça éviterait que l'Église puisse connaître en son sein dans des questions qui ne l'honorent pas. On va marquer la petite pause et on retrouve Pasteur Edo Komi et son ami Adam Adjoronou pour la suite.